Une vie, une œuvre, Novalis, 1772-1801. Une émission de Francesca Isidori et Jean-Claude Loiseau. C'est Rilke qui parle des jeunes morts. Il y a quelque chose dans le destin de Novalis qui apparaît emblématique de la figure romantique. C'est le jeune homme avec un amour sublime et sublimé, une mort précoce, une œuvre fulgurante, mais un manque de temps, une sorte d'urgence. Et ce lien sublime, mort-amour, ça fait une figure. Il est un autre Novalis que le lumineux explorateur de la nuit et de l'invisible, transfiguré par la mort, à l'âge de 15 ans, de sa bien-aimée, Sophie Foncune. Un autre Novalis moins connu que le poète surnaturel, admis vivant à l'éternel par la grâce de sa parole poétique. C'est le Novalis penseur, pour qui, comme chez Leopardi, poésie et philosophie sont indissociables. La philosophie, écrit Novalis, est la poésie de l'entendement. Une pensée et une poétique de l'infini où l'expérience infinie de la nature ouvre la poésie à son propre infini. Dans une lettre adressée à Novalis, son ami, Friedrich Schlegel, écrit « Tu n'hésites pas sur la frontière, mais dans ton esprit, poésie et philosophie se sont intimement pénétrées. » C'est ce Novalis qui n'hésite pas sur la frontière, sur aucune frontière, mais qui, audacieux, les traverse, un arpenteur infatigable de tous les chemins, ceux vers l'intérieur, cher à l'image romantique, et ceux vers le dehors. C'est ce Novalis, non pas soustrait au pressant contact de la vie tel que l'imaginait Dilthey, mais plongé dans le monde, qu'éclaire singulièrement la récente traduction intégrale par Olivier Schaeffer du Brouillon général, laboratoire de vie et de pensée, cartographie en mouvement, où se bousculent projets, hypothèses, esquisses, enchaînement d'idées et ruptures, inventaire et plus encore, invention de nouveaux possibles. Au fond, Novalis est connu, et extrêmement connu à travers cette figure du poète éthéré, au fond, docteur angélique, comme disent certains, et on lui doit, vous savez bien, la fameuse expression de fleur bleue qu'on trouve au début de Henri d'Ofterdingen, donc qui est devenu le cliché maintenant qu'on sait. Alors, tout ça est à la fois vrai et à la fois très unilatéral dans la mesure où, bon, d'une part, les faits, d'une certaine façon, contredisent cette image, puisqu'il se trouve que précisément, c'est après la mort de Sophie que Novalis va se plonger avec une passion philosophique et poétique également dans des études géologiques et qui aura une attention comme ça très soutenue au réel. Enfin, et donc aucunement un détachement comme ça qui irait vers une extase éthérée. Alors, il faut également souligner, ce que les commentateurs ne font peut-être pas toujours, que cet attachement à la réalité n'est pas le fait d'une sorte de contrainte professionnelle qu'il exercerait, bon an, mal an, en marge de son œuvre sublime. Ce qui est extraordinaire et ce qui est assez unique finalement dans le cas de Novalis, c'est le désir de penser conjointement au fond les questions les plus abstraites et la réalité la plus basse, la plus vile, la plus ordinaire. Ça, c'est une constante de son œuvre et de sa réflexion. Donc, me semble-t-il, non seulement cette lecture mythico-mystique est un peu unilatérale, mais peut-être, au fond, elle occulte l'essentiel, ce que moi j'appellerais le Novalis philosophe. C'est-à-dire, si on veut comprendre comment son œuvre est à ce point hétérogène, faite de moments différents, comment elle essaie de tenir ensemble ce qui est de l'ordre de la théorie la plus abstraite et de l'ordre de la réalité la plus concrète, il faut peut-être partir précisément de la question philosophique, en l'occurrence du problème de l'encyclopédie, que pose le Brouillon général. 399. Physiologie. La mort n'est que l'interruption de l'échange entre le stimuli interne et externe, entre l'âme et le monde. Le moyen terme, le produit en somme de ces deux grandeurs modifiées à l'infini, est le corps, l'irritable, ou mieux encore le médium de l'irritation. Le corps est le produit et en même temps le modificateur de l'irritation, une fonction de l'âme et du monde. Cette fonction a un maximum et un minimum. Qu'on atteigne celui-ci, l'échange cesse aussitôt. La mort est naturellement double. La théorie de l'organisation de la vie, au sens strict, comprend l'art de la formation et de l'amélioration de la constitution. L'art proprement médical, seulement les ordonnances pour le maintien et la restauration du rapport spécial et de l'échange des stimulations ou des facteurs. L'artiste de l'immortalité exerce la médecine supérieure, la médecine infinitésimale. Il pratique la médecine comme art supérieur, comme art synthétique.
Il examine toujours les deux facteurs ensemble, comme n'en faisant qu'un, et cherche à les harmoniser, à les réunir en un seul but. Justement, en 97, c'est-à-dire 2 ans après la mort de Sophie von Kuhn, Novalis, qui ne s'appelle pas d'ailleurs encore Novalis, qui s'appelle Friedrich von Hardenberg, c'est son nom, et on verra pourquoi et à quel moment il prend le nom de Novalis, le pseudonyme de Novalis, et il arrive à Freiberg, dans la Saxe, et il est à l'école des mines pour suivre une formation de géologue. Et il y restera jusqu'en 1799. Et pendant la dernière année, 98-99, il va s'attacher à l'écriture de cette œuvre étrange qu'on appelle le brouillon général. Absolument. Donc c'est un Novalis qui est sur le terrain, au sens propre, qui explore, qui fait son travail de minéralogiste, de géologue, qui dit-il, il dit à un moment donné, nous sommes appelés à la formation de la Terre, et on retrouve ce mot de formation. L'idée de Beldo, oui. Et alors, justement, ce que vous soulignez tout à l'heure, Olivier Scheffer, c'est que ce travail sur le terrain n'est pas un obstacle à son travail poétique d'écrivain, mais au contraire, que la réflexion philosophique, l'œuvre poétique et l'esthétique se tiennent avec l'exploration des sciences naturelles. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une articulation assez curieuse, mais cela dit, elle n'est pas le simple fait de Novalis. Il se trouve que Leibniz, dont il a lu les œuvres, notamment à travers quelqu'un qui s'appelle Dietrich Tiedemann, qui a fait une histoire de la philosophie spéculative, mais il a également lu la Théodicée. Leibniz lui-même avait été géologue. Lui-même s'est intéressé à des questions d'ordre juridique, comme Novalis, qui finit ses études de droit en 1794. Bien sûr philosophe. Donc il y avait, c'est une lignée, si vous voulez, c'est ce que montre assez bien Laurent Margantin d'ailleurs, du reste, qui n'est pas le simple fait de Novalis. Ce qui est assez frappant dans le cas précis de Novalis, c'est qu'au fond, tout ça se tient d'une façon assez lâche, au sens où l'articulation est en même temps une désarticulation. Et il y a quelque chose d'impossible dans l'idée de vouloir tenir ensemble les sciences les plus pures, les plus abstraites comme la mathématique, et en même temps de s'attacher au terrain le plus opaque, le plus illisible, qui est le plus accidenté. Le plus accidenté, voilà, le plus heurté, le plus fragmentaire. Au fond, on retrouve cette question qui est la Terre, qu'il va explorer de façon très, très précise. Il fait des inspections dans différentes mines, et Novalis, au fond, là, est sur le terrain, en pleine œuvre. Il se lève à 4h du matin, il va explorer les monts, les ravins, il recueille des cailloux, il annote tout ça. Bon, là, effectivement, c'est la part scientifique. Mais au fond, pour répondre finalement à votre question, tenir tout ça ensemble, me semble-t-il, c'est prendre en question ce que c'est que la philosophie de Novalis. Cette philosophie, brièvement, on pourrait d'abord la décrire comme une pensée interdisciplinaire, assurément. Ça, c'est le premier volet. Deuxième aspect, c'est que c'est pas simplement un mélange comme ça un peu confus des sciences, c'est qu'il y a au fond là-dedans une vraie volonté d'articuler une pensée de l'infini. Et au fond, penser la diversité du terrestre, son caractère accidenté, non uniforme, n'est peut-être possible qu'en partant, au fond, d'une réflexion sur la question de l'infini. Meine Hauptbeschäftigungen sollen jetzt erstens die Enzyklopädistik, zweitens ein Roman, drittens der Brief an Schlegel sein. Im letzteren werde ich ein Bruchstück aus 1 so romantisch als möglich vortragen. Soll es eine Recherche 218. oder Essay? Mes principales occupations doivent être maintenant 1. L'encyclopédistique, 2. Un roman, 3. La lettre à Schlegel. Pour finir, je présenterai un fragment de l'encyclopédistique, aussi romantique que possible. Deviendra-t-elle une recherche ou un essai, un recueil de fragments, un commentaire à la manière de Lichtenberg, un exposé, un mémoire, une histoire, un traité, une recension, un discours, un monologue ou fragment d'un dialogue, etc. Daniel Cohn, quand un jeune homme tel que Novalis, dans les années 1796, lorsqu'il commence
à se consacrer à l'écriture. Quand un jeune homme donc veut être poète, veut réfléchir à l'esthétique, à l'œuvre d'art, à la philosophie de la nature, dans ces années-là, à quelle figure il se confronte, quel est le contexte dans lequel il travaille son projet. Et dans ces années-là, je pense qu'en Allemagne, c'est la figure de Goethe qui domine. Oui, ça je crois qu'on peut dire que tout jeune homme qui prétend écrire est voué à admirer Goethe et à faire avec une statue qui est une statue vivante dont il doit attirer l'attention, demander la reconnaissance sans forcément pouvoir l'obtenir, mais il ne peut qu'écrire avec Goethe tout en écrivant contre Goethe. C'est une donne absolument irrémédiable qui fait un peu le destin de tous les romantiques allemands. Novalis, Hölderlin, Kleist, tous tenteront d'obtenir l'aval de Weimar. Il y avait quelqu'un parmi la société qui l'avait fortement impressionné. Un homme qu'il croyait avoir souvent aperçu à ses côtés dans le livre de l'ermite. Sa noblesse d'allure le distinguait entre tous les autres. Une sereine gravité spiritualisait son visage. Un beau grand front, bien ouvert et d'une courbe parfaite. De grands yeux noirs au regard ferme et pénétrant. Le pli malicieux d'une bouche souriante et l'équilibre absolument clair et mâle des proportions rendaient ce visage tout à fait remarquable et extrêmement attirant. Solidement bâti de corps, il avait des mouvements, des gestes tranquilles et expressifs. Et là où il se tenait, il avait l'air de vouloir se tenir pour l'éternité. Alors cette année 96, l'année où Novalis commence à se consacrer véritablement à l'écriture, est l'année où paraît le Wilhelmmeister de Goethe. Et on peut voir dans le roman inachevé de Novalis, Henri d'Ofterdingen, une sorte de roman de formation qui prend sans doute le Wilhelmmeister comme modèle, mais qui en même temps se veut aussi l'anti-Wilhelmmeister. Oui, je pense que le Wilhelmmeister domine complètement les réflexions de tout le cercle de l'Athénéum, dont Novalis fait partie. Le domine comme un modèle, c'est la nouveauté absolue. C'est le roman, donc la possibilité de romantiser, donc d'être romantique. Et en même temps, ce Wilhelmmeister est aux yeux de Goethe quelque chose qui ne doit pas donner matière à la romanticisation que les romantiques veulent lui imposer. Alors, les romantiques entrent tous dans le Wilhelmmeister, cherchent à s'en emparer, et Goethe, au fond, cherchera toujours à s'opposer à eux par rapport à cette mainmise et cette canonisation du Wilhelmmeister. Il leur répondra en donnant une suite au Wilhelmmeister, parce que au fond, le Wilhelmmeister, là, ce sont les années d'apprentissage, mais il y a un deuxième livre de Goethe, c'est les années de voyage, qui sortent une dizaine d'années après, qui tiennent compte des critiques des romantiques, et au fond, fera la leçon aux romantiques en produisant un second roman. Alors je crois que le Heinrich von Ofterdingen est une sorte de Wilhelmmeister volontairement poétique, parce que ce qui est reproché essentiellement à Goethe, c'est au fond d'avoir produit un roman de formation, mais un roman de formation qui tourne à l'anti-poésie. Alors que pour Novalis, le roman est poésie de part en part. De part en part, voilà. Et donc, Heinrich von Ofterdingen est du côté du harpiste, de Mignon, donc des personnages qui, dans le Wilhelmmeister, incarnent la poésie et refuse le côté prosaïque qui est violemment dénoncé comme une sorte de traîtrise de Goethe à la littérature. J'achèverai mon livre cet été, à Toplitz ou à Karlsbad. Lorsque je parle d'achever, il ne s'agit que du premier volume, car j'ai envie de transformer ma vie en un roman qui doit faire à lui seul toute une bibliothèque et contenir peut-être les années d'apprentissage d'une nation. L'expression année d'apprentissage est fausse, car elle implique une direction précise. Chez moi, cela ne signifie rien d'autre qu'année de passage de l'infini au fini.
J'espère ainsi satisfaire en même temps ma nostalgie historique et philosophique. Mais un voyage préparatoire vers le sud et vers le nord s'avère pour cela indispensable. La Norvège et l'Écosse d'une part, les îles grecques d'autre part, en seraient les pôles les plus proches. Mon activité commerciale m'offrira peut-être les moyens de réaliser ce plan, qui me semble à présent lointain. Lettre de Novalis à Caroline Schlegel, 27 février 1799. Je n'ai pas le droit de te priver plus longtemps de l'Athénéum. Ce n'est pas bien d'avoir ainsi laissé passer tant de temps. J'espérais pouvoir t'écrire posément d'un jour à l'autre, et ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Dans 15 jours, je serai débarrassé de la Lucinte. Je te réécrirai à ce moment-là. Ce n'est pour l'instant que du provisoire. Je voudrais avant tout te demander de donner quelque chose pour l'Athénéum. Si tu n'as rien, je te suggérerais et te prierai volontiers de me donner une courte recension sur les récentes parutions dans le domaine de la physique. Ce serait en vue d'un article qui, sous le titre de notice ou quelque chose d'approchant, rendra compte des nouveautés importantes pour le public. Pour ma part, je regarderai quelques-unes des dernières parutions littéraires, le Quichotte de Tieck, les discours de Schleiermacher sur la religion, et peut-être encore d'autres choses. Pour trouver le ton juste, je vais penser à un ami précis pour ces 2 textes, par exemple à toi, comme si je voulais t'en donner une idée. N'y a-t-il aucun espoir que tu m'envoies une masse de papier ? Je me remettrai bientôt à travailler avec ardeur pour l'Athénéum. Il se peut que j'ai bien besoin de toi pour quelques-unes des compositions que j'ai en vue. Lettre de Friedrich Schlegel à Novalis. Mars 1799. Alors, Gilles Tiberghien, qui étaient ces jeunes gens qui se réunissent à Iéna, je crois bien, vers 1796, et ils se réunissent autour d'un projet concrétisé par une revue qui s'appelle l'Athénéum. Mais qui étaient-ils et quel était exactement leur projet commun ? Alors, c'était des gens qui, en fait, se sont rencontrés par un certain nombre de hasards, aussi plus ou moins provoqués, puisque certains se sont écrits, se sont connus par des publications et ont voulu se connaître. Mais en fait, par exemple, Schlegel et Novalis, ils se connaissent je crois que leur première rencontre remonte à 92. Ils ont 20 ans à l'époque. Ils étaient ensemble à Leipzig, c'est ça ? Oui. Ils étaient étudiants. Ils étaient étudiants. Et il y a un certain nombre de croisements dont on pourrait retracer l'histoire, mais l'important, au fond, dans ce qui va marquer le temps et que l'on retiendra jusqu'à aujourd'hui, c'est la revue que les frères Schlegel vont créer en 98 jusqu'en 1800 et qui connaîtra 6 numéros, 2 numéros par an, et à laquelle ils vont faire participer d'autres intervenants comme Novalis, comme Schleiermacher, qui est un pasteur, comme Tieck, comme Dorothea Schlegel, les femmes du groupe aussi, et puis enfin quelques autres, Hussein, Schelling planera derrière tout ça. Et cette revue, donc, qui est créée par des littéraires, mais qui sont des philologues, donnera assez peu de place en fait aux arts visuels. C'est beaucoup plus à la poésie, à l'écriture, à la traduction, qu'elle va accorder une importance majeure. Et en revisitant en réalité, d'une certaine façon, l'histoire littéraire, l'histoire des idées, pour s'approprier des textes qu'ils vont considérer comme romantiques. Ils vont romantiser en fait l'histoire des idées, ils vont s'annexer Cervantes, Chamfort, Shakespeare, et produire d'énormes chantiers de traduction. Donc c'est un projet titanesque d'une certaine façon, et qui aboutit à presque rien, c'est-à-dire à ces 6 numéros, au centre desquels se trouvent les fragments collectifs qui font l'originalité en fait de cette entreprise, puisque ces fragments sont des fragments, on pourrait dire, délibérément fragmentaires, et non pas fragmentés, au sens où ils seraient des restes, des déchets, des morceaux épars. Ils sont des fragments voulus comme tels, c'est-à-dire qui vont s'organiser selon un assez libre mouvement, mais en un système de fragments qui est
presque un paradoxe, mais où il est dit, pour Schlegel par exemple, qu'on ne peut pas ne pas avoir de système, et le système, c'est l'absence de système mise en système, par exemple. Et donc, ces textes se répondent les uns les autres, selon des affinités assez particulières, et encore une fois, sans qu'aucun ne soit signé par quiconque. Et quelle est, à vos yeux, la place particulière de Novalis dans ce groupe de l'Athénaeum? Il est un peu il est un peu plus que tous les autres, ce que chacun sont en particulier. Il est sans doute plus poète que chacun d'entre eux. Les hymnes de la nuit sont probablement ce qu'il y a de plus réussi quand on regarde les autres poèmes qui ont pu être écrits par les membres du groupe. Il est plus spéculatif et plus philosophe que les Schlegel. Quand on regarde ce qui reste, le brouillon général ou les autres fragments qui ont été réunis, on voit un esprit très aiguisé, bien sûr tentaculaire, partant dans toutes les directions, combinatoire, mais extrêmement rapide, avec des fusées qui sont le propre même d'une pensée philosophique un mouvement perpétuel. En mouvement, oui, fascinante de ce point de vue-là. Et il est plus capable aussi de penser, je trouve, les petites choses du quotidien dans ses notations, de leur retirer ce caractère un peu trop solennel qu'on y voit parfois chez ces jeunes penseurs. Il est capable de dire des choses très simples sur l'amour, l'amitié, sur des remarques, de faire sur la maladie aussi, sur la maladie, voilà, des choses comme ça. Alors parfois, évidemment, tout ça est étayé, par des réflexions médicales, mais il y a des petites notes qui manifestent une attention très grande ce qu'on appellerait aujourd'hui le vécu, quoi, des choses quotidiennes, des choses même sur la sexualité très étonnantes. On peut retrouver, pas beaucoup, mais quelques-unes. Et tout ça, dans le côté un peu guindé des Schlegel, n'apparaît pas. C'est un peu, d'ailleurs, quand je parle du côté guindé des Schlegel, je pense aussi à la figure de Breton comme chef de groupe. Et je me souviens de la phrase de Barthes qui parle du drapé stylistique de Breton. Et je trouve que Frédéric Schlegel s'entoure un peu de cela. Il se drape, en effet, dans un peu quelque chose de raide, de plus en plus d'ailleurs. Et il va d'ailleurs terminer assez mal. Caroline Schlegel à Novalis. Iéna, 4 février 1799. Je refuse de me faire du souci au sujet de votre santé, car vous laissez, comme toujours, percer beaucoup de courage. Et je sais qu'avec votre nervosité, vous aurez toujours des phases où vous ne serez bon à rien. Ce que vous appelez le mot de la consolation me va en revanche droit au cœur. Amour. Lequel? Où? Au ciel ou sur terre? Et qu'avez-vous à me dire de vive voix de beau et de nouveau? Faites le même s'il n'y a rien de sûr ni de précis. Il n'y a pas d'amour dont vous ne puissiez parler là où, comme vous le savez, règne un amour déclaré pour vous. Puis-je donc donner à la conclusion de votre lettre tout le sens qu'elle semble avoir? Je me tairai tranquillement jusqu'à ce que vous me le disiez. Le reste de votre activité intérieure me plonge dans la perplexité. Vous n'imaginez pas à quel point je conçois peu qui vous êtes, combien je comprends peu, à vrai dire, ce que vous fabriquez. Au fond, je ne sais rien, si ce n'est quelque chose de l'humanité morale et de l'art poétique. Je lis avec plaisir tout ce que vous nous envoyez de temps à autre, et je ne doute pas qu'un jour viendra, où même pour moi, les éléments séparés feront un tout, et où vos publications me réjouiront autrement que parce que ce sont les vôtres. Ce que vous créez tous ensemble est également pour moi un vrai tapis volant. Friedrich von Hardenberg décide, au moment où il va publier des fragments dans la revue des frères Schlegel, dans l'Athénaeum, il demande à ce que ces fragments soient signés du nom de Novalis. Oui. Donc c'est la première fois que ce nom apparaît,
Et c'est un nom qui a un sens très précis. Alors qui est un sens très précis, en effet, qui vient du latin, cet adjectif latin, donc novalis novale, qui évoque une opération consistant à défricher une terre. Donc au fond, voilà, lui-même prend comme pseudonyme cette idée qu'il est une terre à essarter, enfin à défricher. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'il adopte ce pseudonyme tardivement. Et il l'adopte justement dans ces années décisives, 1797, bon là 1798, c'est-à-dire ces années de formation en tant que géologue, de découverte du calcul infinitésimal et au fond d'expansion de sa réflexion philosophique. Donc bon, il y a là un indice important. Qui contredit, enfin là encore, l'image éthérée, du poète qui céleste, voilà, qui quitterait le réel, faute d'y trouver sa place. Le destin m'a mis entre les mains un jeune homme riche d'innombrables possibilités. Il m'a beaucoup plu et je suis allé à lui, tandis que lui m'ouvrait bientôt largement le sanctuaire de son cœur. C'est là que j'ai élu demeure désormais, pour aller à la découverte. Un être encore très jeune, svelte et bien fait de sa personne, le visage très fin avec des yeux noirs d'une expression splendide quand il parle d'une belle chose avec feu, plus de feu qu'on ne saurait dire. Il parle 3 fois plus vite que nous autres, avec une présence d'esprit et une réceptivité des plus vives. J'ai parcouru ses œuvres. L'extrême immaturité de la langue et de la versification, de continuelles et fébriles digressions par rapport à son objet véritable, des longueurs excessives et une surabondance d'images à moitié achevées, comme dans le passage du chaos au monde, selon Ovide, ne m'empêche pas de pressentir en lui ce qui peut faire le bon, peut-être le grand poète lyrique. Une sensibilité et une réceptivité originale et belle, qui vibre à toutes les nuances du sentiment. Son nom est von Hardenberg. Lettre de Friedrich Schlegel à son frère, janvier 1792. Quand Friedrich Schlegel rencontre Novalis la première fois, il est assez condescendant quand il raconte sa rencontre à son frère aîné. Il y voit, il le jauge d'abord. Alors, il dit qu'il est plus jeune que lui. Alors qu'ils ont le même âge, je crois. Ils sont nés oui, tous les deux en ils ont, 1772. Voilà, ils ont quelques semaines de différence. Mais il le considère comme un jeune. Et bon, ce qui déjà manifeste la haute idée qu'il se fait de lui-même, d'un certain point de vue. Il le regarde, donc il l'observe. Il l'observe et il pense qu'il n'est pas très mûr, pas très abouti, que tout ça est plein de promesses. Bon. Mais en fait, ça change. Et progressivement, il va avoir de lui une opinion de plus en plus... élevé. Oui, élevé, de plus en plus édifié, jusqu'au point où, à la fin, il va être un peu mythifié par tout ce groupe. Et sa mort, évidemment, très jeune, fera qu'il a 29 ans à ce moment-là, en fera une image, enfin, figera son image d'un certain point de vue. Tieck, qui d'ailleurs va être avec Schlegel celui qui œuvrera à l'édition posthume de Henri d'Ofterdingen et ensuite de l'ensemble de ses autres textes, au début en tout cas, lui fera une statue un peu qui ne correspond pas tout à fait à tous les témoignages qu'on a de lui. C'était quelqu'un qui était perçu en tout cas comme une très grande âme, quoi. Quelqu'un qui avait une sorte de, si on en croit les témoignages, quelqu'un qui avait une innocence très grande, une sorte de façon de regarder la vie sans aucune prévention, un peu là, oui, pour le coup, l'image qu'on se fait du romantique aujourd'hui. Alors, il y a un point peut-être qui est intéressant à soulever entre ces deux personnages, entre Goethe et Novalis, c'est que tous les deux ont été à la fois des hommes de science. Pour Goethe, c'était les sciences naturelles, la botanique, mais aussi la minéralogie, comme pour Novalis, la chimie, l'optique, et en même temps des poètes, en même temps des penseurs, des philosophes. Alors, ce point de convergence entre ces deux personnages est peut-être intéressant à explorer. C'est-à-dire que, oui, pour continuer par rapport au rapport Wilhelm Meister, Heinrich von Ofterding, l'idée c'est que, au fond, toute la nature intéresse le poète, la nature est poétique et le poète doit être un naturaliste. Donc, et tous les deux partent, au fond, de cette idée que la terre c'est l'homme, rien n'est étranger au poète et tout est objet
degrés de poétisation possibles. Ça se traduit dans l'écriture romanesque, dans la pratique poétique, par le fait que on ne respecte plus la notion de genre. Tout est mélangé. Le Wilhelm Meister comme Heinrich von Hofstading mélange la poésie, les réflexions théoriques, le conte. C'est très important, cette dimension du Märchen, qui est une dimension romantique par excellence, donc la dimension du merveilleux, et en même temps des réflexions sur le paysage, la nature, qui sont non pas des divagations subjectives ou subjectivistes qui retraceraient au fond les émotions devant la nature, mais qui sont souvent le fruit d'une véritable exploration. Alors de tout ce contexte, c'est vrai que Goethe et Novalis sont les seuls à avoir pratiqué en tant que naturaliste, Novalis encore plus que Goethe, puisqu'il a eu une fonction, hein, il s'occupait des mines de Freiberg, ils ont eu une véritable exploration de la nature. Mais je crois que c'est là où peut-être on peut comprendre leur conflit. Dans l'exploration de la nature, ils ont tous les deux une conception différente de la fonction de l'œil. C'est-à-dire, chez Goethe, il y a une insistance sur un œil qui serait un œil physique. Et chez Novalis, au fond, l'œil est un œil intérieur. Et cet écart dépeint bien le conflit qu'il peut y avoir entre le romantisme et celui qui va devenir le parangon du classicisme, à savoir Goethe. L'idée de Goethe que les romantiques reprennent pour eux-mêmes, c'est que il y a une véritable unité du monde. Donc, pour arriver à penser l'art, il faut penser la nature, et que penser la nature et penser l'art, c'est aussi penser sa propre vie, ce qui est le thème du roman de formation. La difficulté à résoudre est de trouver un équilibre entre ce que Goethe et Schiller appelaient dans leurs débats, dans leur correspondance, et dans la revue qui est la revue opposée à l'Athénéum, c'est-à-dire la revue des Propylées, la part de qui est donc la revue de Goethe. La revue de Goethe et de Schiller, et qui est produite exactement au même moment que l'Athénéum, dans les années 1798, et qui contre le premier romantisme d'une manière efficace et polémique. Le problème, c'est de distinguer entre la part de l'objet et la part du sujet. Alors, c'est un débat essentiel. C'est un débat qui est un écho apparemment littéraire à un débat philosophique. C'est Kant qui a essayé de régler les choses entre le sujet et l'objet. Mais Fichte, qui est le philosophe de Novalis, reprend immédiatement l'héritage kantien et tire du côté du sujet, ce que les romantiques vont faire aussi. Et alors, le choix devient un choix qui n'est plus qu'une alternative. Il faut être du côté du sujet ou du côté de l'objet. Novalis, pour Goethe, sera quelqu'un qui tirera trop du côté du sujet. Donc, qui justement passera d'un œil physique à un œil de l'esprit, et subira la séduction apparemment très très forte, à laquelle Goethe n'est pas non plus insensible, mais qu'il récuse de considérer qu'au fond, la nature pourrait bien être un miroir de l'âme. Et c'est là que les choses se nouent en quelque sorte. C'est dans cette observation de la nature, qu'observe-t-on ? Est-ce qu'on est dans une contemplation intérieure de soi-même, ou est-ce qu'on est dans une observation réelle de la nature ? Donc Novalis, malgré son activité scientifique, sera accusé par Goethe de ne pas voir autre chose dans la nature que lui-même, c'est-à-dire de régresser sur ce qui a été la position de Werther. Parce que si on se rappelle bien, au fond, Werther n'est pas simplement un jeune homme qui a des amours malheureux, il est un artiste qui échoue, et il est un artiste qui échoue parce qu'il n'arrive pas à comprendre la nature, dans la mesure où il passe son temps à se projeter en elle et à voir dans la nature le reflet de ses états d'âme. Donc il n'y comprend rien. Or la compréhension de la nature exige une observation... un détachement. Qui serait la part de l'objet, c'est-à-dire admettre que l'objet nous apprend quelque chose et nous apprend autre chose que nous-mêmes. Le véritable chemin idéal du physicien n'est pas de partir du simple et de l'épars pour expliquer le composé, le cohérent, mais à l'inverse. Jamais un état ne se créera d'une disposition naturelle, mais bien une disposition naturelle d'un état. C'est en dégénérant que la nature est venue. Expliquez donc la pesanteur à partir de la sensibilité.
et non point la sensibilité à partir de la pesanteur, de l'électricité. Expliquer à partir de la pensée la naissance de la pesanteur. Le monde des esprits constitue le premier chapitre de la physique. La nature ne peut pas être expliquée immobile et muette. Elle ne peut être expliquée qu'en progrès vers la moralité. Un jour, il n'y aura plus de nature. Elle doit petit à petit passer en un monde d'esprit. Les lois immuables de la nature ne seraient-elles pas illusions? Ne seraient-elles pas au plus haut point antinaturelles? Donc si on fait un peu retour brièvement sur la formation philosophique de Novalis, on le voit lire Fichte dans les années 94-95. Olivier Schaeffer. Au fond, ce qu'il découvre chez Fichte, qui est une part très importante dans la constitution de la philosophie, de la pensée romantique, mais aussi celle du système. Ce que découvre Novalis, de façon assez surprenante au regard des lectures qui seront faites de Fichte après, c'est au fond une sorte de, ce que moi j'appellerais une crise de la notion de substance et de la notion d'essence. Il n'y a pas, au fond, ce que comprend bien Novalis, ce que dit Fichte, mais ce que peu ont compris, il n'y a pas du tout chez Fichte cette volonté, en quelque sorte, de supplanter le réel par une sorte d'auto-affirmation, comme ça, un peu monstrueuse du moi. Toute sa philosophie s'articule, la première philosophie s'articule autour de cette question. Il y a chez Fichte la compréhension que l'essence du moi est une activité, l'activité de conscience, l'activité de réflexion. Ce que Benjamin appellera la réflexion infinie des romantiques vient de cette idée de Fichte. Donc le moi n'est plus une substance close, stable, elle est une activité sans fin précisément. Donc il y a une sorte de crise de la notion de fondement, au fond, qu'on peut comme ça découvrir dans ces années-là. Et cette question de l'infini ne va cesser de hanter, me semble-t-il, Novalis, mais pas simplement Novalis. On trouve dans un texte d'August Wilhelm Schlegel des réflexions sur cette problématique de l'infini. Il dit par exemple dans ses leçons sur l'art et la littérature que l'infini n'est pas une fiction philosophique, mais nous vivons, nous sommes, nous nous mouvons dans l'infini. Donc il y a là une problématique qui est tout à fait d'importance et qui pose la question, au fond, à la fois du système et de la vérité, qui est la grande question philosophique de l'époque, sous un jour, me semble-t-il, un peu différent de celui de l'absolu, précisément. Donc, on peut dire, peut-être d'une autre façon, que ce que le moi et la matière aussi perd en substance et en essence, et le gagne en force, en dynamique, oui, tout à fait. en énergie, en tension. Absolument, tout à fait. Il y a certains fragments, du reste, pas dans le brouillon, mais un petit peu après, dans lesquels Novalis dit que la matière n'a pas d'essence, que la matière est une force. Elle n'est que force, elle est que dynamique de force. Donc elle n'est. Donc la nature, au fond, n'est compréhensible qu'à travers un jeu combinatoire, un jeu croisé de toutes ces forces. Daniel Cohn. Ce que Novalis arrive à déborder du classicisme goéthéen, c'est cette tentation de la limite comme méthode de production. Je crois que ce qui est très intéressant avec les romantiques, et ce que démontre brillamment, je trouve, le brouillon général, c'est qu'on peut entrer dans une conception complètement différente de l'œuvre, de la nature et de l'homme, parce que c'est le régime du possible qui devient essentiel et non pas le régime du nécessaire. Et avec le régime du possible, alors on a l'incertitude, on a la contingence et on a quelque chose qui est du registre du probable et qui est infiniment plus moderne en ce sens-là que ce que nous propose la maîtrise goethéenne. Et certainement le jeu d'opposition entre les romantiques et Goethe tourne aussi autour de cela, parce que ce que les romantiques reprochent à Goethe, c'est de vouloir éliminer le danger du possible au profit de la certitude du nécessaire, quitte à prendre le poids de la souffrance du nécessaire. Donc moi je trouve que ce qu'il y a de très heureux, alors ça, si on lit le Heinrich von Hofterding par exemple, avec le brouillon dans la main, on déverrouille cette image sainte dont nous parlions au départ, on la déverrouille d'autant plus que
on peut écouter dans le Heinrich tous les romans possibles qui existent là, les poèmes, les contes, un Moyen-Âge qui n'est pas un Moyen-Âge de pacotille, mais qui est un paysage mental, un Orient qui sera la source d'un certain nombre d'œuvres romanesques et picturales tout au long du XIXe siècle. Et tout ça se met à rentrer en écho et à suivre un paradigme musical et non plus un paradigme plastique. Le royaume des étoiles. Gouttes disséminées, l'aurore boréale, le pays des nuages. L'écho. La cathédrale métamorphosée se métamorphose en jardin. Le phénix, le sphinx, les rêves et... Allusion à l'électricité, au magnétisme et au galvanisme. Le berceau. Référence obscure au combat de la raison, de l'entendement, de l'imagination, de la mémoire et du cœur. Une jeune fille meurt en souffrant horriblement. L'amour dans le berceau, les rêves. Raison, imagination, entendement, mémoire, cœur. Leur demeure, l'âme humaine. L'entendement est hostile, il est métamorphosé. Encore beaucoup de conversations. L'amour est condamné à virevolter sans pouvoir se poser. L'amour, le cœur est placé sur un bûcher. Sophie dissout la cendre dans l'eau. Et elle boit le cœur. L'amour renaît. Le phénix vient sur le rouet de fable. Le soleil est consumé par la chaleur ardente de l'amour. L'eau se soulève, éteint le soleil et devient un anneau autour de la terre. Résurrection grâce à la fable. Tout le monde se retrouve. La salle devient le palais d'Arcturus. Le scribe devient Éléparque. Ces dernières en cariatide du trône. Le scribe dans un métier à tisser. L'aiguille ne pointe plus vers le nord. L'astre de la nuit devient directeur de théâtre. Fable doit résoudre une énigme. Recueillir les cendres par la tourmaline. Atlas se redresse sous l'effet d'une action galvanique. Parcourir les 4 coins du monde. 555. N'aurais-je accompli qu'une partie, un membre réel de mon livre, le plus haut sommet serait franchi. 556. Principe de recherche des indices. Critique de l'instrument correspondant. Entreprise kantienne. Un indice doit lui-même m'ouvrir la voie. Graduation des indices. Il faudrait, Olivier Scheffer, qu'on dise un peu ce qu'est précisément ce brouillon général. Oui, ce terme de brouillon qui se trouve, je crois, en français à l'intérieur même absolument, des Das écrits Allgemeine de... Brouillon, oui, qui est un titre au fond provisoire que Novalis a donné à ses notes et que les éditeurs allemands ont repris comme ça pour définir de façon générique l'ensemble de ces manuscrits. Donc il s'agit de 4 manuscrits de taille inégale, si on décrit un peu comme ça physiquement, écrits sur à peu près 6 mois, entre 1798 et 1799, chaque matin, pendant à peu près 1 heure, au milieu de multiples activités. Vous avez dû vous rendre compte qu'il y a une espèce d'éloge comme ça de l'omni-activité qui est tout à fait étonnante. Et donc on a là des notes qui vont aussi bien dans le sens de la Kabbale que de la philosophie donc systématique. Donc des notes comme ça de lecture en quelque sorte. Et au milieu de tout ça, au milieu de ce hasard aussi, de ces jeux de hasard, de cette façon que Novalis voulait peut-être remarquer à décrire d'une certaine manière pour court-circuiter sa propre pensée au moment même où il écrit. Ce qui est assez curieux, il y a constamment des jeux comme ça, des anachronismes, des ruptures, d'idées qui viennent, de trouvailles, comme il dit. Il y a une volonté donc, curieusement, de méthode. Dans ce chaos, il y a une volonté de se donner une méthode. Mais alors justement, comment arriver à une méthode pour du penser chaos, comment arriver à un système de l'infini, et sur quoi déboucherait ce système? Pour accéder à ce tout, on ne peut pas avoir une vue globale. Leibniz dit dans un texte sur la Terre, justement, qui s'appelle Protogaia, qu'au fond, c'est le regard global jeté sur le monde qui fait le chaos. Mais le monde n'est pas véritablement chaos, il n'est chaos qu'apparent. Mais c'est quand on entre à l'intérieur du monde, qu'on prend le soin philosophiquement d'en déplier les constituants premiers, etc., on va ensuite pouvoir penser son unité, mais une unité qui est mêlée à la pluralité. C'est assez compliqué, donc il y a ce jeu de réverbération, de miroir. Donc ce serait partir, par exemple, du ponctuel pour arriver au global. Au global, d'une certaine façon, vous avez raison. Donc on retrouve d'une certaine façon cette idée-là chez Novalis. Donc déplier des éléments premiers
et au fond les recombiner entre eux. Donc c'est ça qui est assez remarquable et assez excitant dans ce texte, c'est qu'au fond, d'une certaine manière, le lecteur est libre de lire ce livre comme il l'entend. Il peut entrer par où il veut. On voit comment la philosophie renvoie à la médecine, comment la médecine renvoie à la poésie, et d'une certaine manière, un axe va couper celui-là, par lequel la médecine va renvoyer à la musique, etc. Il y a donc ce jeu-là, croisé et infini, au fond, de la combinatoire. Donc, il y a l'héritage leibnizien, penser l'unité dans la diversité, l'unité dans le pluriel, et il y a au fond ce qu'en fait Novalis. Et il ne se contente pas de reprendre ça. Moi, j'aurais tendance à dire, bon, ça n'engage peut-être que moi, mais je crois que ce n'est pas totalement erroné, qu'il complique encore davantage les choses dans la mesure où l'idée d'une harmonie préétablie, me semble-t-il, n'est pas fondamentale chez Novalis. Elle est présente, il l'évoque à plusieurs reprises, mais à titre peut-être de fantasme ou d'idéal régulateur, comme chez Kant, mais elle n'est pas là au fondement. Donc c'est d'une certaine manière, avec tous les guillemets qui s'imposent, la problématique leibnizienne moins l'harmonie préétablie. Et ça donne ce chaos infini, qui est une figure du tout, totalement mobile, et totalement réversible, dont tous les termes peuvent s'échanger. Je pars d'une séquence très simple, qui se décline par jeu de combinatoire sur des rythmiques qui sont très différentes les unes des autres et qui finalement se rejoignent à la fin. J'ai essayé de créer des petits modules qui se déclinent à travers des espaces, 4 espaces différents. Marc Billon, comment vous avez été entraîné dans cette aventure de composer une musique à partir des fragments du brouillon général de Novalis, entraîné par Olivier Scheffer? En fait, Olivier me parlait de Novalis, ses préoccupations, et effectivement me disait « j'aimerais que tu me composes quelque chose qui soit lié à cette idée d'un côté du chaos du fragment, du chaos, et surtout la chose qui était très intéressante, parce que moi je m'intéresse actuellement à l'idée effectivement de l'aléatoire. Est-ce que effectivement dans le chaos, on peut retrouver un déterminisme ou pas, quoi. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était le fait qu'on puisse travailler sur de l'aléatoire, sur des itérations comme ça très complexes, et tomber sur quelque chose à la fois déterminé ou pas. Donc c'était simplement ces préoccupations-là qui rejoignaient un petit peu le travail d'Olivier, quoi. Parler de la musique à propos de Novalis, il y a beaucoup de notations sur la musique dans le brouillon général, dans les fragments. Oui, mais comme tout le reste, ce sont des notations très contradictoires. Jean-Claude Liebenstein. Parfois, disons, la musique, comme chez tous les romantiques, est l'art pilote. Parfois, il y a une sorte de réversibilité entre le pilotage par la musique et une sorte d'échange entre la musique et les autres arts, entre la musique et la nature et la musique. On ne sait pas très bien qui pilote qui ou qui pilote quoi, mais ça, c'est toujours chez Novalis. On est toujours à chaque instant au cœur de la contradiction avec lui. Quand on s'intéresse à Novalis et la musique, ça n'est pas la question de tel ou tel musicien. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il nomme beaucoup de musiciens lui-même dans ses fragments. Il nomme des instruments. Qui sont généralement des instruments assez à la fois caractéristiques et atypiques, qui sont la harpe éolienne, l'harmonica de verre, des choses comme ça. Des instruments qui sont pour lui en rapport avec la musicalité de la nature. Ce qui est important pour Novalis, c'est qu'il y a une musicalité de la nature et que cette musicalité de la nature est l'essence de la nature. Par exemple, quand il dit que les cristallisations sont un exemple de cette musicalité naturelle. 547. Mathématiques musicales. La musique n'a-t-elle pas quelque chose de l'analyse combinatoire et inversement? Harmonie des nombres, acoustique des nombres appartiennent à l'analyse combinatoire. Les numérateurs sont les voyelles musicales. Tous les nombres sont des numérateurs. L'analyse combinatoire joue une fantaisie de nombres et enseigne l'art de la composition des nombres, la basse mathématique générale, Pythagore.
Leibniz. Un des rapports de la musique et de la nature chez Novalis, c'est que d'abord que la nature a un instinct artistique, il le dit en toutes lettres dans tel et tel de ses fragments, et que cet instinct artistique prend la forme musicale parce que la musique est, à l'époque de Novalis, la musique pure, la musique symphonique ou la musique instrumentale, disons. Et c'est cet aspect de la nature que l'art doit imiter, le caractère, je dirais, auto-artistique de la nature que l'art est censé imiter. C'est ce qu'il dit dans le monologue où il parle de ce texte qui s'appelle Monologue, où il est question justement du rapport entre art et poésie, poésie et nature, mathématiques et nature, etc. Il dit que la mathématique est, je dirais, la discipline la plus naturelle parce qu'elle est justement la plus libre, imitant donc la liberté de la nature, reproduisant la liberté de la nature. Donc il y a toujours chez Novalis ces moments qui sont indissociables de l'esthétique, de la philosophie, des sciences naturelles, oui, qui jouent dans des relations très étroites. Oui, bien sûr, et pas seulement ça. Il y a tout l'aspect magique de Novalis, le côté, disons, prophétique, mystique et magique de Novalis, qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, qui est au cœur de son projet, à la fois poétique, philosophique et vital. 231. Je veux tout d'abord parcourir la théorie de la gravitation et l'Arithmetica Universalis. Il faut consacrer 1 heure à celle-ci, 2 heures à celle-là. Ce qui me traverse l'esprit est consigné dans le brouillon général. Le temps qui reste est consacré en partie au roman et à des lectures diverses, et surtout à la chimie et à l'encyclopédistique. Le cabinet de Heinitz et d'Hoffmann n'est étudié qu'une fois achevée la partie préparatoire de l'orictognosie. La mécanique suit la théorie de la gravitation. Gilles Tiberghien. Alors, Novalis, lui, il a une riche lecture, un ensemble d'ouvrages sur la minéralogie, sur la géologie, que l'on retrouve dans l'encyclopédie. Il est d'ailleurs de tout cela celui qui a la formation scientifique la plus poussée, en fait. Il s'intéresse à la chimie, il s'intéresse à la médecine beaucoup, à Brown, enfin, à beaucoup d'auteurs qui apparaissent d'ailleurs dans l'encyclopédie, parfois de façon assez étrange, quand aujourd'hui on ne connaît plus rien à la phlogistique ou aux théories de la vulcanologie. Mais ça donne évidemment quelque chose de presque... je sais pas, comme des considérations alchimiques. Le Werner aussi, qui avait inventé une méthode... Werner, donc, était son professeur, professeur de Novalis à Freiburg. C'est ça, et Werner, il avait mis au point une méthode qui s'appelait l'orictognosie. Alors, l'orictognosie... Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire chercher en creusant, en fait, la connaissance par creusement. Et c'était une méthode pour identifier les fossiles. Alors, il y a toutes sortes de considérations autour de l'orictognosie qui, moi, me fascinent beaucoup, qui sont assez étranges, où il critique en fait la méthode de Werner. Alors, on ne sait pas exactement trop pourquoi, enfin, si on regarde attentivement, bien sûr, mais ce qui est assez beau, cela dit, dans cette idée, c'est l'idée qu'il faut aller au centre des matières, au centre, casser les écorces et penser en fait le fond de l'univers comme un livre à déchiffrer, une sorte de palimpseste. Je sais que cette image de palimpseste revient assez souvent aujourd'hui quand on parle de paysage. Il y a des gens comme Corbeau ou d'autres qui l'utilisent. Mais je trouve qu'elle est elle est plus ou moins appropriée parce qu'un palimpseste, c'est quelque chose qu'on efface, sur lequel on réécrit. Là, disons que ce serait, il y a de cela, bien sûr, mais c'est aussi un ensemble de couches superposées et qui racontent l'histoire de la Terre. Et c'est bien ce que nous raconte la géomorphologie, par exemple. Mais on trouve cette idée-là et ça m'évoque très souvent, moi, des artistes contemporains qui travaillent dans la nature,
gens comme Heiser, par exemple, que je trouve être un artiste rectognostique d'un certain point de vue, par ces grandes tranchées creusées dans le sol, dans le Nevada, qui font valoir aussi la particularité du minéral, qui font valoir sa beauté sédimentaire, ses effondrements particuliers, tout ça qui est aussi en partie un objet de fascination pour un autre artiste qui, je rapproche alors là beaucoup, à mon sens, du romantisme, qui est Robert Smithson. Pourquoi Smithson? Parce que je pense en fait que il se passe dans les années 60 aux États-Unis, dans cette vague qu'on appelle en gros le postmodernisme, d'un nom qu'on peut contester, mais admettons qu'on dise postmodernisme, et qui apparaît dans les années 60, il se passe en fait ce qui s'est passé au moment de Iéna, c'est-à-dire un vrai mélange des genres, où on danse, on fait de la musique, on photographie, on écrit des textes. On écrit, on travaille avec... on écrit, et quand on écrit, on n'illustre pas simplement, enfin on commente pas simplement des opérations, on les documente pas simplement, comme on dit, mais on les intègre à part entière. Quand on lit les textes de Smithson, on voit que ce sont aussi des œuvres qui sont à inscrire à l'intérieur de l'ensemble que constitue ce qu'il appelle par exemple des non-sites dans la Spiral Jetty, cette grande spirale qui construit sur le lac Salé dans l'Utah, qui fait 500 mètres de long. Eh bien, le texte est partie prenante de l'œuvre. Et c'est une opération qui est typiquement... à mon sens romantique allemand, hein, en ce sens, parce que romantique, souvent on pense le romantisme français avec son lyrisme un peu bélant, le cas échéant, mais là il y a une vraie opération critique, parce que le romantisme, justement, c'est là où il est différent d'autres formes qu'il prendra plus tard. Le romantisme de Iéna est un romantisme, oui, critique au sens kantien, c'est-à-dire qui, comme le dit Schlegel, avec le présenter montre les conditions de la présentation. C'est-à-dire que on dit ce qu'on fait. On dit à quelles conditions on le fait, en même temps qu'on le fait. C'est-à-dire qu'il y a ce caractère réflexif de la poésie romantique, de la pensée romantique, qui est d'ailleurs très lié aussi à Fichte, et qui caractérise ces œuvres que l'on peut parfois trouver trop spéculatives, mais qui les caractérise essentiellement, précisément. C'est la spéculation, ce retour sur soi, cette pensée qui se pense elle-même, pas forcément vainement, au contraire pour aller plus loin toujours, dans un mouvement qui va être thématisé dans ce qu'ils appelleront l'ironie, qui sera centrale, ou dans le Witz, cet éclair de la fantaisie, et que stigmatisera Hegel comme étant un mouvement sans fin, un mauvais infini. 314. Où le sujet exclut la jalousie conforme à sa nature, c'est alors une religion chrétienne, c'est de l'amour chrétien. 315. Concept de philologie. Sens de la vie et de l'individualité dans la stricte littéralité. Devin par les chiffres, augure par les lettres. 316. Rien n'est plus accessible à l'esprit que l'infini. 317. Sophie. Ou sur les femmes. 318. Préface et épigraphe pour les fragments. Dans la poétique romantique, comme la totalité qui est ce qu'on cherche est hors d'atteinte, elle ne peut être que l'objet d'une allusion, qui est le fragment. Hein. Jean-Claude Lebenstein. Alors, ce que je pense, c'est que le fragment est l'indice littéraire d'une fragmentarité généralisée. Et le genre fragment tel que Novalis, les frères Schlegel ou d'autres le pratiquent, est une manière effectivement romantique de souligner cette fragmentarité. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, non seulement chacun des fragments est fragment, mais la totalité dont ils sont les éléments est également fragment. Hein, tous les brouillons, l'ensemble des brouillons de Novalis, l'ensemble des fragments de Novalis est fragmentaire. Et les fragments sont un indice de cette fragmentarité généralisée.
Alors, même qu'on prenne une œuvre de grande envergure, hein, comme Heinrich von Ofterdingen, il est en 2 parties. Première partie, l'attente. Deuxième partie, l'accomplissement. Et c'est cet accomplissement qui est inachevé. Hein, puisque Novalis, effectivement, écrit quelques dizaines de pages et meurt. Tombe malade et meurt. Donc, voilà. Hein, on est au cœur, je dirais, de cette ironie romantique qui fait que la totalité de l'accomplissement de l'accomplissement est justement inaccompli. Et ça fait partie, je dirais, c'est ça, alors, c'est effectivement ça. Hein, il n'est pas... et il y a une légitimité de cet état du fait que, en effet, le fragment fait allusion à la totalité dont il est fragment. Posons l'hypothèse un instant qui est tout à fait probable du reste, que tous ces fragments, et qu'au fond la pensée qui les anime, ça se ramène à du système en puissance, hein, qui attend d'être actualisé. Alors c'est possible, hein. On trouve de nombreux fragments qui évoquent certaines problématiques qui sont centrales dans ce qu'on appelait la philosophie post-kantienne, hein, l'idéalisme allemand, donc les Fichte, Schelling et les Hegel, pour prendre les noms les plus importants. Donc que disent ces fragments ? Ils disent par exemple que la philosophie est une nostalgie, hein, elle est, hein, je cite ça dans une petite préface, elle est aspiration à être partout chez soi. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on pourrait mettre du reste en regard avec la fin des hymnes à la nuit, dans lequel Novalis dit à un moment donné qu'il faut quitter l'étranger et revenir vers le Père. Hein, toujours cette idée d'un retour chez soi. Dans la problématique du système, ça veut dire essayer de résoudre les tensions dont hérite cette philosophie à partir de Kant, qui sont des tensions irrésolues et problématiques entre le moi, le monde, le sujet, l'objet, hein, la liberté, la nature. Si on veut, ce qui est l'enjeu de cette période, penser donc un système, c'est-à-dire un savoir de la vérité absolue. Idée absolument invraisemblable d'une certaine manière. Hein. On va essayer de construire un savoir de l'absolu, de la vérité absolue. C'est très compliqué, mais disons, le point peut-être central de cette problématique, c'est d'essayer de se saisir, hein, c'est la volonté de se saisir de la question de l'absolu sous la forme d'une unité entre des contraires, précisément. Une unité entre des opposés. Donc revenir chez soi, ça signifierait au fond... L'apaisement des tensions. L'apaisement des tensions, résoudre les contraires dans une unité dans laquelle ils s'équilibreraient. Bon, de l'autre côté, et c'est ça qui est assez fascinant, il dit parfois exactement le contraire. Là où on croit l'avoir saisi, il va faire une sorte de volte-face et va nous montrer que la philosophie, ça n'est pas résoudre toutes les tensions, mais, comme je disais tout à l'heure, constituer une sorte de système flottant qui va consister à défaire les liens d'unité, les liens de synthèse possibles. Donc, vous voyez qu'il va prendre un autre chemin. Donc, c'est, me semble-t-il, là peut-être qu'est la modernité la plus incroyable de ce texte, hein, dans la mesure où il y a une volonté, non pas de résoudre les contraires, mais de les tenir ensemble, en tant que ce sont des contraires. 435. Physiologie poétique. Nos lèvres ont souvent des points communs avec les 2 feux follets du conte. Les yeux sont les frères et sœurs supérieurs des lèvres. Ils ferment et ouvrent une grotte sacrée, comme la bouche. Les oreilles sont le serpent qui dévore avec avidité ce que les 2 feux follets laissent tomber. Bouche et yeux ont une même forme. Les cils sont les lèvres, la pupille la langue, et le palais et l'iris la gorge. Le nez est le front de la bouche, et le front le nez des yeux. On évoquait tout à l'heure la combinatoire au fond philosophique, hein, reprend Leibniz, le dépasser pour penser l'univers dans sa diversité, sa richesse, et dans les derniers fragments de Novalis, on trouve l'idée d'une combinatoire esthétique. Hein. Donc un modèle d'œuvre qui serait un modèle d'œuvre qui changerait constamment, dont tous les termes changeraient entre eux. Donc c'est assez fascinant, hein. Vous avez dans ces derniers fragments des séries comme ça de situations, de lieux, de caractéristiques humaines que Novalis trace, hein, comme des tables combinatoires
avec l'idée qu'on pourrait varier et multiplier les relations entre tous ces éléments, faire des sortes de permutations comme ça d'éléments. Donc on a là une sorte d'indication d'un livre à faire qui n'a rien de clos sur lui-même, mais qui est un livre comme ça, de l'échange. D'ailleurs, ces mots d'échange, de passage, de variation reviennent constamment dans le brouillon récurrents, général. Ouais, tout à fait, sont récurrents. Et se rattachent à cette question à l'évidence de la combinatoire, qui remonte à Raymond Lull, qui est une problématique philosophique ancienne. Et du corps, d'ailleurs, du corps même comme ce lieu de passage de la vie. C'est-à-dire du corps du poète, du philosophe, qui n'est pas seulement là pour enregistrer ces variations, cette multiplicité de l'univers, mais qui est lui-même un lieu de métamorphose, de transformation, une sorte et de passage. De théâtre, de force, comme ça. Et donc la grande question de la synthèse du sujet-objet dans le corps, elle ne tient plus. Le corps, c'est pas vraiment un sujet, au sens où l'entendent les philosophes de l'idéalisme, c'est pas une conscience, c'est pas non plus un objet. C'est un lieu infini, là encore, qui est une trace de ces passages, alors dont Novalis fait par moments un instrument comme ça de compréhension du monde. Il dit superbement, modifier mon corps, c'est transformer le monde. D'où cette idée qu'au fond, il y a cette idée de membre qui nous rattache l'un à l'autre, et cette idée qu'au fond, la grande question, c'est toujours passer d'un dedans à un dehors, du livre infini au monde infini. 889. Catalogue raisonné des méthodes thérapeutiques et des opérations que l'homme a toujours en son pouvoir. Par exemple, la salive, l'urine. Pourrait-on utiliser les excréments? L'expulsion du sperme, se déplacer entièrement ou en partie, se reposer, enfoncer ses doigts dans la gorge jusqu'à en vomir, faire des frictions, frapper, presser, retenir son souffle, changer de position, fermer les yeux, etc., pincer, mordre. Aber der Inhalt umso interessanter. Räsoniertes Verzeichnis der Heilmittel und Operationen, die der Mensch beständig in seiner Gewalt hat. Zum Beispiel Speichel, Urin. Sollte der Kot nicht gebraucht werden können? Samen ausziehen, bewegen ganz und teilweise, ruhen, Finger in Hals stecken zum Brechen, reiben, schlagen, pressen, Atem anhalten, Stellungsveränderung, Augenschließung etc., kneipen, beißen. C'est très intéressant parce que c'est très actuel. Oublié, mais très actuel. C'est des mots très directs. On contourne rien. C'est très frappant. On va directement dans le vif du sujet. On n'embellit rien. C'est très, très, très direct. Ouais. Daniel Cohn. Dans le brouillon, il y a toutes sortes d'annotations extrêmement cocasses, physiologiques, des allusions à la masturbation, à des choses qui paraissent improbables chez ce jeune homme si pur. Et c'est une naïveté, et une naïveté assumée, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est de dire ce qui traverse l'esprit et sans censure. Donc dans le possible, il y aurait aussi cette espèce de levée de censure. Or chez Goethe, tout est censuré, parce que ce que Goethe explicite très très bien dans Poésie et vérité, c'est que ce qu'il faut garder de sa vie, c'est ce qui est significatif ou ce qui peut le devenir, donc ce qui peut être une leçon pour l'humanité. Or, le brouillon général témoigne d'un rapport à l'écriture très différent, c'est-à-dire on garde tout, parce que pour arriver à écrire des œuvres qui, elles, pourraient être closes, il faut aussi avoir en permanence la liberté de laisser passer ce qui ne sera peut-être pas à conserver.
tous ceux qui traversent l'esprit, vous disiez tous ceux qui traversent le corps. Alors tous ceux qui traversent l'esprit, parce qu'en fait ça a traversé le corps, et donc l'esprit doit témoigner du corps. Et là il y a une énorme richesse que donne le brouillon, qui évidemment est absente des œuvres plus lissées que sont les hymnes à la nuit ou le Heinrich von Hofferding, qui essaye de cultiver une naïveté un peu plus souriante et un peu plus élaborée, mais le corps est extrêmement présent, c'est-à-dire non seulement la nature dans sa minéralité, dans son organicité botanique, mais aussi le propre corps de l'individu. Enfin, la fréquence des occurrences, excitation, irritation, attrait, tout un vocabulaire qui est celui qu'emploie Fichte à l'époque et qu'on retrouvera de Nietzsche à Freud comme symptôme de la modernité. Là encore, il y a peut-être un point de passage possible à Nietzsche, qui dit qu'au fond, toute la philosophie, jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à moi, Friedrich Nietzsche, n'a été qu'un malentendu quant à la question du corps. Olivier Schaeffer. L'inhibition, un refoulement, etc. Et que la grande raison du corps, comme il dit, contient la petite raison qui est la conscience. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. En même temps, Novalis est nourri de réflexions sur la médecine, du médecin John Brown, par exemple, le médecin écossais qui découvre la question de l'asthénie qui revient constamment. Donc il y a cette question qui est très médicale, qui se rattache en même temps, si on essaie de déplier un peu les sources de ce problème du corps, qui est effectivement très important, qui se rattache en même temps à des questions de l'ordre de la Kabbale. Cette idée, par exemple, qu'on trouve chez Paracelse, que soigner... qu'un médecin, pour soigner un homme, doit connaître les étoiles. Qu'il y a une relation comme ça entre le corps de l'homme et le corps de l'univers, donc idée importante dans la pensée alchimiste, également dans la Kabbale. Donc il fait de son propre corps un lieu théorique et un lieu réel à la fois. Le lieu d'une réflexion sur les relations entre les éléments de la nature, sur leur modification, sur leur compréhension, et en même temps le lieu par lequel peuvent se penser la proximité, le passage, la distance, l'écart, autant de termes abstraits que le corps met en jeu. Mon corps va jusqu'aux étoiles, comme une formule magnifique qu'on trouve chez Bergson, qui apparaît également dans cette idée chez Novalis. Mon corps recèle en lui-même une part inconnue. Il dit ça à un moment donné. La partie la plus importante de notre corps est encore en sommeil. Elle est peut-être à venir. Alors est-ce que c'est l'inconscient freudien? Est-ce que c'est une réflexion sur la pulsion? C'est fort probable. Il y a quelque chose là encore qui se prépare. Donc, d'une certaine façon, il y a l'idée d'un corps encyclopédique qui est présente chez Novalis. 638. Philosophie pathologique. Une pulsion absolue de plénitude et de complétude est une maladie dès lors qu'elle se montre destructrice, incomplète et pleine d'aversion à l'égard de l'inachevé. C'est un idéaliste magique, de même qu'il y a des réalistes magiques. Celui-là recherche un mouvement merveilleux, un sujet merveilleux, celui-ci un objet merveilleux, une figure merveilleuse. Tous deux sont des maladies logiques, des sortes de folies dans lesquelles l'idéal se manifeste ou se reflète doublement, des êtres sacrés, isolés, qui brisent merveilleusement la lumière suprême, de vrais prophètes. Le rêve aussi est prophétique, caricature d'un avenir merveilleux. Pour lui, la magie, ça veut dire quelque chose de très précis. C'est le fait que Jean-Claude Lebenstein. Le sujet peut, par la simple force de la volonté, agir sur la réalité. C'est-à-dire, par exemple, quand il dit dans un de ses fragments, qui n'est pas un brouillon général, qui est un petit peu avant, l'acte philosophique par excellence est le mourir de soi, comme le traduit Blanchot, je crois. C'est pas le suicide, comme on le traduit généralement, mais le mourir de soi. C'est le fait, comme il a essayé de le faire dans son journal, de convoquer la mort de manière qu'elle arrive, comme s'il voulait la faire arriver, un petit peu comme il voulait faire surgir la personne de Sophie, sa fiancée défunte, sur sa tombe. La magie consiste à donner réalité à quelque chose qui est de l'ordre de l'idée. L'idéalisme magique veut dire ça. Et on est
dans l'ordre philosophique, puisqu'on est toujours dans l'ordre de la question du sujet et de l'objet, hein, dans cette indistinction ou dans cette fusion du sujet et de l'objet. Donc la magie est absolument partie liée avec ce projet philosophique. Quand vous parlez de ce fragment où il convoque la mort, c'est ça? Est-ce que on peut voir chez Novalis, mais peut-être c'est effectivement une connaissance d'après coup, puisqu'on sait qu'il est mort à 29 ans, mais est-ce qu'on peut voir une sorte d'urgence, comme si effectivement cette convocation de la mort était aussi une espèce de pressentiment de cette mort qui allait arriver très tôt? Oh, c'est plus compliqué que ça, hein. Je rappelle un peu le détail de l'histoire, hein. Novalis se fiance très jeune avec une toute jeune fille qui a 13 ans, je crois. Elle est malade, elle meurt à 15 ans, et à ce moment-là, Novalis commence quelques temps après, quelques jours ou semaines après, je ne sais plus, à écrire un journal qui est destiné en fait à appeler la mort, hein. Et il parle de la résolution. Et la résolution, elle est plus ou moins proche, elle est plus ou moins résister. Et apparemment, donc, au bout de ces quelques mois de tenue de journal, apparemment, il ne meurt pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Il écrit ses fragments, son roman, ses poésies, les hymnes à la nuit qui évoquent justement l'expérience avec Sophie. Alors, il s'installe, il se refiance. À ce moment-là, tous ses amis le croient guéri. Et à ce moment-là, il tombe malade et meurt. C'est 4 mois après la mort de Sophie. Et de son frère aussi, Erasme. Donc là, il y a simplement une sorte de différence de la magie, on peut dire, hein. Mais néanmoins, il se trouve qu'effectivement, Novalis, qui s'intéressait beaucoup à la manière dont la maladie progressait en lui, dans ses derniers fragments, voit dans la maladie effectivement un état magique, c'est un état qui est capable de créer une situation corporelle à partir d'une volonté psychique qui effectivement, dont il a pu suivre la progression à mesure que lui-même était, proche de la mort, hein. Ça, c'est très intéressant, cette attention justement à l'état du corps, à la maladie, au pathologique, à la progression de la maladie. Oui, mais ça fait partie du projet philosophique, parce que le romantisme, c'est ce qui se caractérise, si ça peut se caractériser, par le particulier, par l'individuel, par le décentré, hein, par opposition aux esthétiques winkelmanniennes qui supposent une sorte de centre idéal et neutre que Winkelmann compare à une eau pure, à une eau de source qui n'a pas de goût. Par opposition à cela, je dirais le sujet romantique est un sujet qui est individualisé, particularisé et par conséquent qui a une caractéristique. Et la maladie est une caractéristique particulièrement forte, hein. C'est ce qui permet effectivement d'avoir un être au monde proprement romantique. Et les romantiques ont tous eu un rapport à l'écart psychique, physique, que ce soit la folie ou la maladie précisément. Mais je pense que ce n'est pas un accident dû aux événements ou dû simplement aux épidémies de tuberculose qui pouvaient régner à ce moment-là, ça fait vraiment partie du projet romantique. Tous les derniers fragments, dont j'espère qu'Olivier Schaeffer va les publier très vite maintenant, vont tout à fait dans ce sens-là, hein, dans le sens d'une manière de repenser la maladie comme élément, je dirais, de mise en place du sujet romantique. À chaque signe d'accomplissement, l'œuvre s'éloigne spatialement de son auteur, qui voit ainsi à son dernier stade sa soi-disant œuvre se détacher de lui dans un abîme de pensée, dont il peut à peine mesurer l'étendue, et sur lequel l'imagination seule peut se poser, telle l'ombre de l'intelligence géante. Dès lors qu'elle aura une existence propre, l'œuvre sera bien plus que son auteur, organe inconscient et propriété d'une puissance supérieure. L'artiste appartient à l'œuvre, et non l'œuvre à l'artiste. Une vie, une œuvre, Novalis, 1772-1830.
1801. Olivier Scheffer, Daniel Cohn, Gilles Tiberghien, Jean-Claude Lebenstein, Marc Billon. J'improvise. L'idéal d'une parfaite santé n'est intéressant que scientifiquement. La maladie fait partie de l'individualisation. Voilà, c'est tout pour le moment. Et puis il y en a un autre qui est un peu plus loin. Et si j'allais devenir le prophète de cet art, l'art de la maladie. Texte lu par Sophia Zema, Laurent Lederer, Stéphane Valency et Wolfgang Pissors. Enregistrement et mixage, Philippe Carminati, Julien Chabassu, Annick Brien, Michel Mestre, Emmanuel Perrault. Le brouillon général de Nova Alice, traduit, présenté et annoté par Olivier Scheffer, est publié aux éditions Alia. Une vie, une œuvre, Nova Alice, une émission de Francesca Isidori, réalisée par Jean-Claude Loiseau.